Québec, 29 janvier 2017, 19h45. Les premiers coups de feu retentissent à la Grande Mosquée. Alexandre Bissonnette, un étudiant de 27 ans sans histoire, fait feu sur les fidèles. Bilan, 6 morts et 8 blessés. 4 ans plus tard, on ne sait pas tout sur ce qui a précisément mené à ce geste d'une violence inouïe. Mais notre enquête nous a permis de lever le voile sur les réseaux extrémistes qu'Alexandre Bissonnette a fréquentés sur le web quelques heures avant l'attaque. Sans le savoir, il a été en contact avec de nombreuses publications produites par un influent néo-nazi canadien. Jeff, pour commencer, il y a le rapport d'analyse de l'ordinateur d'Alexandre Bissonnette qui a été rendu public à l'époque. Commençons par ça. Qu'est-ce qu'on a découvert sur les activités de Bissonnette sur Internet à ce moment-là? Bien, on voit qu'il a été extrêmement actif sur le web dans les heures qui ont mené à l'attaque. Donc, il a passé énormément de temps sur les réseaux sociaux. Il a effectué des recherches à propos de tueurs de masse. Il a visité beaucoup de sites de nouvelles qui parlaient de... Bon, vous vous rappelez, à l'époque, le président Trump avait décidé de bannir l'entrée de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Il regardait beaucoup de nouvelles à propos de ça. Il a regardé le tweet du premier ministre Justin Trudeau qui réagissait à ça, qui disait « Écoutez, on veut accueillir toutes les personnes qui fuient la persécution partout dans le monde. » Et il regardait toutes sortes de... Il a visité des pages de figures influentes dans l'extrême droite mondiale un peu partout dans le monde. Mais il y a un compte qui a attiré mon attention, que Alexandre Bissonnette a visité là, à peine 4 heures avant l'attaque. C'était un compte Twitter qui s'appelait Refugee Watch, donc c'est une contraction de rape, viol et réfugié. Et c'est un compte Twitter qui diffusait, parfois sans commentaire, des articles qui parlaient de réfugiés ou d'immigrants qui étaient impliqués dans des crimes ou dans des attaques violentes un peu partout dans le monde. Et ça m'a comme frappé de voir Alexandre Bissonnette visiter ce compte Twitter-là peu avant l'attaque, surtout étant donné le contexte de toutes les autres choses qui visitaient ce jour-là sur le web. Bon, Jeff, il y a ce fil Twitter-là, ça c'est la surface, mais toi, tu es allé au-delà de ça. Tu t'es intéressé à la personne qui se trouvait derrière ce fil Twitter, et c'est là où ça devient de plus en plus intéressant. Là. Bien, c'est ça. Donc, j'ai réussi à trouver la personne qui gérait ce compte Twitter-là. C'est un néo-nazi canadien, quand même assez influent dans ces milieux-là. Donc, j'ai pu le traquer dans 2 forums néo-nazis. On peut le voir avoir des conversations avec d'autres extrémistes comme lui, donc qui sont un peu plus à l'aise d'avoir des discussions sur ses vraies intentions. Puis ce qu'on apprend, c'est que ce compte Twitter-là, Refugee Watch, ça fait partie d'une tactique de radicalisation très intentionnelle de la part des extrémistes. La personne qui le consulte ne sait pas que c'est un outil de propagande néo-nazi, donc elle pense avoir consulté les informations elle-même, elle voit ces faits qui lui font peur ou qui la choquent, et puis qu'elle parte à la recherche de plus d'informations et qu'elle tombe sur du matériel qui va la pousser encore plus vers l'extrémisme. Donc, on le voit, la personne qui gérait ce compte-là le dit dans les forums extrémistes que c'est important de cacher ses intentions. On ne dit pas « je suis néo-nazi, je vais te convaincre d'être toi aussi néo-nazi ». Il faut commencer par des petits pas vers la radicalisation. Il dit lui-même, et je le cite, on n'essaye pas de les pousser de A à Z, on essaie de prendre leurs mains, de les pousser de A à B, ensuite de B à C, ensuite de C à D, pour qu'ensuite la personne fasse son cheminement vers une radicalisation plus extrême. Donc avec son compte Twitter qu'Alexandre Bissonnette a consulté le jour de l'attaque, ça atteint son but. Donc on ne sait pas quel effet ce compte Twitter-là a eu sur la radicalisation d'Alexandre Bissonnette. On ne peut pas l'établir clairement, ça. Mais il y a quand même, ça s'inscrit dans un contexte, quand on regarde l'activité sur l'ordinateur d'Alexandre Bissonnette le jour de l'attaque, ça rentre dans un bruit de fond qui pointe en une direction. Puis il y a une image que cet individu-là a lui-même utilisée pour illustrer ce processus-là. C'est tiré d'un film, La Matrice, avec la pilule bleue et la pilule rouge. Si tu pouvais nous expliquer un peu comment il l'a utilisé? Bien, c'est une expression qui est commune dans les cercles extrémistes, la fameuse pilule rouge. C'est le moment où une personne réalise qu'elle est passée à un autre niveau dans sa radicalisation et qu'elle ne peut plus revenir en arrière. C'est tiré du film La Matrice où le personnage central, Neo, doit choisir une de 2 pilules. S'il prend la pilule bleue, il retourne à sa vie confortable, mais la vraie vérité va être cachée à tout jamais. S'il prend la pilule rouge, il va voir la réalité, mais il va devoir passer le reste de sa vie à se battre contre un ennemi. Donc, c'est un peu ça la mentalité derrière ça, c'est que
quand ces gens-là avalent la pilule rouge, ils peuvent pas revenir en arrière. Tu sais, fondamentalement, ce qu'ils essayent de faire, les extrémistes, avec des choses comme le compte Twitter Refugee Watch, c'est justement de provoquer un moment de pilule rouge, donc de présenter des histoires tellement sordides que la personne est tellement choquée qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Puis Jeff, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible de ramener ça au contexte actuel, ou en tout cas à un passé très, très récent, l'assaut contre le Capitole. On en a parlé à l'émission avec la mouvance QAnon et tout ça. Dans quelle mesure cette même dynamique-là est en place ici? Bien, depuis l'attaque sur le Capitole, bon, les réseaux sociaux se sont mis à un peu faire le ménage. Ils ont évincé le président Donald Trump, du moins de Twitter. Il y a eu un balayage de dizaines de milliers de comptes QAnon. Et en réaction à ça, bien, il y a bien des supporters de Trump qui ont décidé de quitter eux-mêmes les réseaux sociaux à grand déploiement en se disant « bon, c'est de la censure, on ne veut plus rien savoir ». Et ils quittent ça en faveur de plateformes qui sont pas mal moins modérées. Et ce qu'on voit, c'est que les extrémistes, les purs et durs, les groupes les plus extrêmes, déjà établis sur le web, eux autres voient ça comme une bonne chose. Recrutement. C'est une possibilité de recrutement. Ils veulent aller chercher les gens qui sont mécontents que Trump ait perdu l'élection, qui pensent peut-être que l'élection a été carrément truquée. Puis ils ont une intention, et c'est bien défini, de ne pas se présenter comme étant des extrémistes, des néo-nazis, de se présenter comme « regarde, moi aussi, je suis un fan du président Trump ». Voici des lectures que je te suggère, puis ils espèrent ainsi provoquer des processus de radicalisation chez ces gens-là. Donc, ce qui est arrivé au Capitole et la réaction des réseaux sociaux, la réaction des services policiers aux États-Unis, il y a bien des extrémistes qui voient ça comme une bonne chose. Et le jeune homme qui gérait le compte Refugee Watch, on le voit dans les forums néo-nazis, il dit « c'est une parfaite opportunité pour nous d'aller rejoindre plus de gens. Parce que là, il y a un bassin de gens qui sont vraiment, vraiment fâchés, puis ils sont des proies parfaites pour aller les chercher. » Le chemin vers la radicalisation est souvent sinueux. Partout dans le monde, des experts étudient les méthodes d'endoctrinement sur le web employées par les groupes extrémistes. Le processus de radicalisation d'Alexandre Bissonnette est semblable à d'autres cas connus. Il suffit d'appuyer subtilement sur les bons boutons pour enclencher une spirale de haine, menant parfois, tragiquement, à des gestes violents. Monsieur Tanner, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Bonjour. Vous vous attardez depuis longtemps à toutes ces mouvances extrémistes et à comment elles opèrent sur les réseaux sociaux. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'Alexandre Bissonnette aurait, sans le savoir, été exposé à du contenu généré par un néo-nazi influent au pays? Compte tenu en fait de la distribution et du volume de ces discours problématiques que l'on peut trouver dans l'espace médiatique, sur les plateformes à la fois Facebook, Twitter, YouTube, mais également sur des plateformes plus confidentielles, en fait, non, je ne suis pas surpris. Et dites-nous, qu'est-ce qui fait que ces stratégies, ces techniques ou ces méthodes ont du succès auprès de certaines personnes en particulier? Certaines personnes sont peut-être plus demandeuses de ce type de discours qui présente dans une certaine mesure une sorte de prêt-à-penser, un ensemble d'idées reçues, en fait, qui peuvent agir comme un réconfort pour des personnes qui éprouveraient de l'angoisse et une difficulté à lire l'environnement dans lequel elles sont, en fait. Et M. Tanner, dites-nous, quelles stratégies précisément sont utilisées par ces personnes pour faire basculer certains internautes du côté de la radicalisation? Généralement, les personnes qui sont influentes sur ces plateformes-là utilisent des stratégies que l'on trouve également en dehors de tout discours radical. On peut penser par exemple aux influenceurs sur Instagram. À partir du moment où ils obtiennent une masse critique, si on veut dire, d'abonnés, là, ils peuvent faire du placement de produits. Dans le contexte en fait des idées radicales, on observe les mêmes pratiques. On l'a vu beaucoup avec des comptes de personnes qui étaient liées à l'alt-right, où une fois que ces influenceurs, justement ces personnes, ont réussi à galvaniser l'attention finalement d'un nombre relativement critique, et bien progressivement, en fait, on va leur vendre des idées qui sont de plus en plus problématiques en fait, et qui, dans une certaine forme, se polarisent de plus en plus. Et si on allait au-delà de ces stratégies qui sont employées, et quel est le rôle des plateformes qui hébergent des contenus comme ceux-là?
les plateformes, au même titre que des grandes plateformes de distribution vont nous recommander des produits en fait sur la base de nos habitudes et de nos achats en fait, ces plateformes-là, problématiques, qui hébergent des discours, fonctionnent selon le même principe. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de chambres d'écho, de filtres, de bulles, qui, sur le mode de la recommandation, en fait, ne vont offrir que des contenus qui ne vont pas remettre en cause, en fait, les idées des personnes. Moi, dans tout ça, ce que je comprends, M. Tanner, c'est qu'il est difficile quand même d'établir un lien entre l'exposition à ces idées extrêmes-là et le fait de poser un geste violent. Tout à fait. Alors, de là à établir un lien de cause à effet, je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions. Cela étant, ce que cherchent aussi les personnes qui véhiculent ce discours-là, c'est, si vous me permettez l'expression, de chauffer les gens à blanc. C'est-à-dire de les provoquer, de les pousser en fait dans leur retranchement et dans leur colère, hein, de faire valoir cette colère, de la provoquer en espérant que justement certains fusibles sautent en fait, que certaines personnes passent à l'acte. M. Tanner, merci beaucoup pour cet entretien. Au revoir. Merci.